C'était en 2024. La Commission australienne du renseignement criminel a publié un rapport qui a provoqué une onde de choc dans les forces de l'ordre. L'approvisionnement en cocaïne en Australie avait atteint son niveau le plus élevé depuis 30 ans. Le pays en était submergé et les autorités savaient exactement qui en était responsable. Angelo Pandeli, président national des Hells Angels Australie, architecte présumé d'un empire de drogue d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Un homme qui s'était associé à l'un des cartels les plus dangereux d'Europe pour inonder tout un continent de cocaïne. Mais ce qui rendait la situation vraiment choquante, c'est qu'il n'avait jamais été condamné pour un crime majeur. Il était intouchable. Voici l'histoire de la façon dont un videur de boîte de nuit d'Adélaïde est devenu le Hells Angel, le plus riche du monde, a construit un empire international de cocaïne depuis Dubaï et est resté libre en un, maîtrisant une seule compétence, la distance. Angelo Pandeli avait construit la vie parfaite pour un criminel. Villas de luxe à Dubaï, propriétés réparties à travers l'Asie et la Grèce. Une famille affichant son mode de vie haut de gamme sur les réseaux sociaux pour que le monde entier le voie. Il dirigeait l'un des réseaux de trafic de drogue les plus sophistiqués au monde, et il le faisait en pleine vue. Pendant 6 ans, Dubaï avait été sa forteresse, intouchable, inatteignable, sûr. Puis, en août 2024, tout s'est effondré. Pandeli avait réservé un voyage à Cancun, au Mexique. Un rassemblement mondial des Hells Angels. Des dirigeants de chapitres du monde entier allaient discuter des stratégies d'importation de drogue, de la coordination internationale et des plans d'expansion. Pour Pandeli, cela devait être simplement une autre réunion d'affaires avec l'élite criminelle internationale. Il n'est jamais arrivé à Cancun. Les autorités de Dubaï l'ont arrêté sans avertissement. Aucune annonce publique, aucun cirque médiatique. Juste la police des Émirats arabes unis prenant Pandeli en détention. Les raisons n'ont jamais été divulguées. Aucun communiqué officiel. Aucune explication. Juste le silence. En quelques jours, il a été expulsé vers l'Australie. Pas extradé, expulsé. L'extradition nécessite des procédures juridiques, des preuves, des demandes formelles entre gouvernements. L'expulsion est plus simple. Un pays décide que vous n'êtes plus le bienvenu. On vous met dans un avion. Aéroport de Sydney. La police fédérale australienne attendait. Des agents de plusieurs agences. Ils suivaient Pandeli depuis plus d'une décennie. Depuis 2017, il était classé comme cible prioritaire d'organisations australiennes, une désignation réservée aux menaces les plus graves pour la sécurité nationale. Le type de criminel qui dirige des empires, pas seulement des opérations. Pandeli est descendu de l'avion. Il a été placé en détention, interrogé, traité, puis relâché. Aucune accusation, aucun mandat d'arrêt, aucune comparution devant un tribunal. Les forces de l'ordre ont répété la même phrase aux médias. Il n'a été accusé d'aucun crime. Angelo Pandeli est un homme libre. Les médias ont explosé. Un présumé baron de la drogue expulsé de son refuge sûr, mais se promenant librement dans le pays qui le traquait depuis des années. Quelqu'un lié à 1,5 milliard de dollars d'importation de drogue annuelle. L'homme prétendument responsable de la pire crise de cocaïne en Australie depuis 3 décennies. Et pourtant évitant totalement les poursuites. La Commission australienne du renseignement criminel le surveillait depuis le début des années 2010. Plusieurs agences dans plusieurs pays avaient des dossiers sur lui. Son nom apparaissait dans des rapports de renseignement le liant au cartel Kinahan, l'une des organisations de trafic de drogue les plus dangereuses d'Europe. Il était prétendument une figure clé du Aussie Cartel, une coalition qui avait révolutionné l'importation de drogue en Australie. Pourtant, rien ne tenait. Les questions se multipliaient. Pourquoi Dubaï l'a-t-il arrêté après 6 ans de refuge sûr? Pourquoi l'avoir expulsé si rapidement? Pourquoi l'Australie l'a-t-elle laissé repartir libre? Pour comprendre cela, il faut comprendre ce qu'il a construit. Et cela a commencé 3 ans plus tôt avec une alliance qui allait changer à jamais le marché de la cocaïne en Australie. L'Empire à son apogée. Alors qu'Angelo Pandeli vivait confortablement à Dubaï en 2021,
quelque chose d'inédit prenait forme dans le crime organisé australien. Mark Buddle, commandant mondial du Comancheros Motorcycle Club, orchestrait cela depuis l'étranger. Buddle coordonnait des opérations à distance depuis des années, restant toujours une longueur d'avance sur les autorités australiennes. Mais ce qu'il préparait allait transformer tout le paysage du trafic de drogue. Buddle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Le marché australien de la drogue explosait au-delà de toutes les attentes. Le trafic de cocaïne et de méthamphétamine générait plus de 100 milliards de dollars par an. Les prix de rue étaient les plus élevés au monde. Un gramme de cocaïne vendu entre 70 et 90 dollars en Europe atteignait 200 à 215 dollars en Australie. Les marges bénéficiaires étaient absurdes et chaque grande organisation criminelle de la planète voulait sa part. Mais il y avait un problème. La concurrence était chaotique et inefficace. Des trafiquants indépendants concluaient leurs propres accords. Des gangs rivaux menaient des guerres sanglantes pour le territoire. Les cargaisons étaient interceptées à un rythme alarmant parce que trop de groupes tentaient de faire passer la marchandise par les mêmes routes au même moment. Le marché était extrêmement lucratif, mais aussi dangereusement instable. Buddle proposa quelque chose qui n'avait jamais été tenté en Australie auparavant. Une commission, pas un gang, pas un cartel au sens traditionnel. Une coalition des figures criminelles les plus puissantes du pays, travaillant ensemble au lieu de se déchirer. Le plan était simple dans son concept, mais révolutionnaire dans son exécution. Monopoliser l'approvisionnement en cocaïne et en méthamphétamine vers Sydney. Forcer les trafiquants indépendants à payer un pourcentage ou être complètement éliminés. Coordonner les routes d'importation afin que les cargaisons n'entrent pas en conflit. Partager les renseignements pour garder une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. Éliminer la concurrence par la coopération. C'était du crime organisé fonctionnant comme une multinationale. Et cela nécessitait les bons partenaires. Buddle a réuni un groupe qui ressemblait à un véritable qui du crime organisé australien. Angelo Pandeli représentait les Hells Angels en tant que président national, apportant un accès immédiat à 12 chapitres et plus de 200 membres répartis à travers l'Australie. Aka Naik, une figure majeure liée aux Comancheros, apportait de profondes connexions avec des fournisseurs internationaux en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Un ressortissant de Hong Kong, connu uniquement sous le nom de Michael, aurait fourni des liens avec les triades chinoises et les réseaux de fabrication asiatiques. George Deeb, un homme d'affaires libanais propriétaire de Metro Petroleum, offrait une infrastructure logistique et des capacités sophistiquées de blanchiment d'argent via des canaux commerciaux légitimes. Ensemble, ils ont créé quelque chose que les forces de l'ordre australiennes n'avaient jamais rencontré. Un réseau de trafic de drogue entièrement coordonné, multi-organisationnel, avec des liens directs d'approvisionnement vers les fabricants de méthamphétamine d'Asie du Sud-Est et les cartels de cocaïne sud-américains. En 2021, les agences de renseignement estimaient que la commission valait 1,5 milliard de dollars par an. L'opération était directement liée à une cargaison de méthamphétamine d'une valeur d'1 milliard de dollars, qui a finalement été saisie en Australie occidentale. Lorsque cette saisie a eu lieu, les autorités l'ont décrite comme l'une des opérations de drogue les plus vastes et sophistiquées de l'histoire australienne. Mais cette saisie, aussi massive soit-elle, n'a à peine entamé les opérations de la commission. Le rôle de Pandeli dans la commission était absolument crucial. Depuis Dubaï, il contrôlait l'ensemble du réseau de distribution australien. Les Hells Angels fournissaient une infrastructure que les trafiquants indépendants ne pouvaient jamais égaler. 12 chapitres à travers le pays signifiaient des entrepôts établis, des planques sécurisées et des points de distribution éprouvés dans chaque grande ville. Plus de 200 membres constituaient une main-d'œuvre prête à déplacer les marchandises, collecter les paiements et faire respecter les accords par la violence si nécessaire. La culture profondément ancrée de loyauté et de silence du club créait une sécurité opérationnelle que les forces de l'ordre trouvaient presque impossible à infiltrer. La commission faisait circuler les produits par tous les canaux disponibles. Routes maritimes utilisant des conteneurs et des bateaux privés.
routes de fret aérien via des agents des douanes corrompus dans les principaux aéroports, routes terrestres coordonnées à travers les frontières des États. Le réseau avait des plans de secours pour les plans de secours. Si une route était compromise, une autre était déjà opérationnelle. C'était systématique, professionnel et terriblement efficace. Mais Pandeli ne se contentait pas de dominer uniquement le marché intérieur. Il voulait des connexions internationales capables de garantir un approvisionnement illimité et de maximiser les profits à l'échelle mondiale. Cette ambition l'a conduit à former une alliance qui définirait son empire criminel et ferait de lui l'un des trafiquants de drogue les plus puissants au monde. Le cartel Kinahan était déjà légendaire dans les cercles internationaux du trafic de drogue. Fondé par Christy Kinahan, un cerveau criminel irlandais qui avait construit un empire de cocaïne s'étendant sur plusieurs continents, l'organisation était désormais dirigée par ses fils, Daniel Kinahan et Christy Kinahan Jr. Ils étaient basés à Dubaï, opérant depuis la même ville que Pandeli. Les Kinahan contrôlaient environ un tiers de tout le commerce de cocaïne en Europe. Leur réseau déplaçait d'énormes quantités de cocaïne depuis la Colombie via l'Irlande, vers le Royaume-Uni, l'Espagne et au-delà. Leur richesse estimée dépassait 1 milliard d'euros. Pandeli et les Kinahan vivaient dans la même ville, menaient des opérations similaires et faisaient face à des pressions similaires des forces de l'ordre de leurs pays respectifs. Tous deux utilisaient Dubaï comme refuge pour exploiter des réseaux internationaux de trafic de drogue, tout en restant hors de portée des autorités. Le partenariat n'était pas seulement logique, il était inévitable. L'alliance qu'ils ont formée était terriblement efficace dans sa simplicité. Les Kinahan exploitaient leurs connexions établies en Amérique du Sud pour s'approvisionner directement auprès de fournisseurs colombiens. Ils faisaient transiter la marchandise via leur réseau européen éprouvé, utilisant l'Irlande comme principal hub avant de l'expédier à travers le monde vers l'Australie. Une fois la cocaïne arrivée, Pandeli et les Hells Angels prenaient le relais de la distribution grâce au vaste réseau de la commission. Les marges bénéficiaires rendèrent l'opération presque obscènement lucrative. Une cocaïne qui coûtait entre 70 et 90 $ le gramme en Europe se vendait à plus de 200 $ le gramme en Australie. Chaque kilogramme représentait un profit de plus de 100 000 $. Le pipeline acheminait des centaines de kilogrammes par an. Des estimations prudentes situaient les profits à des dizaines de millions de dollars par an. Certains analystes du renseignement estimaient que l'opération générait plus de 100 millions de $ annuellement. Ce n'était pas du trafic de rue, c'était du trafic de cocaïne à l'échelle industrielle, coordonné entre deux des organisations criminelles les plus sophistiquées de la planète. Les Kinahan fournissaient la chaîne d'approvisionnement, Pandeli fournissait la distribution et la demande. Ensemble, ils ont créé l'un des pipelines de drogue les plus rentables du crime organisé mondial. Les autorités australiennes ont observé tout cela en temps réel, sans pouvoir l'arrêter. Les rapports de renseignement documentaient l'alliance en détail. Les opérations de surveillance traçaient les rencontres entre associés. Puis quelque chose s'est produit qui a tout changé. Les forces de l'ordre du monde entier menaient l'une des opérations d'infiltration les plus ambitieuses de l'histoire judiciaire. Elles avaient créé une plateforme de téléphone crypté appelée An0M et l'avaient présentée aux criminels comme le dispositif de communication ultime et sécurisé. Les téléphones étaient chers, exclusifs et supposés impossibles à pirater par les autorités. Des gangsters, membres de cartels et trafiquants du monde entier les ont achetés par milliers, convaincus que leur conversation était totalement protégée. Ils se trompaient catastrophiquement. Toute la plateforme était une opération des forces de l'ordre. Chaque message envoyé sur An0M était surveillé. Chaque photo partagée était enregistrée. Chaque coordonnée envoyée était capturée. Chaque détail de chaque opération criminelle en préparation était documenté en temps réel par les enquêteurs. Lorsque les autorités ont finalement fermé An0M et lancé des arrestations coordonnées à travers le monde, cela est devenu l'une des plus grandes opérations de démantèlement de l'histoire des forces de l'ordre. Rien qu'en Australie, des centaines de personnes ont été arrêtées lors de raids simultanés. La commission a été complètement dévastée.
Des membres clés du cercle rapproché de Pandeli ont été arrêtés. Mark Buddle, l'architecte visionnaire de la commission, a fini par être arrêté. Hakan Ayik est devenu l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, avec des mandats d'arrêt internationaux et d'énormes récompenses offertes pour toute information menant à sa capture. Des associés et des opérateurs de niveau inférieur, à travers tout le réseau, ont été arrêtés. Mais Angelo Pandeli est resté à Dubaï, intouché, non inculpé, toujours en activité. Les forces de l'ordre soupçonnaient fortement que Pandeli avait été extrêmement prudent. Il n'a probablement jamais utilisé lui-même les appareils AN0M, communiquant plutôt exclusivement via des intermédiaires et des personnes de confiance. Des décennies d'expérience dans le crime organisé lui avaient appris que toute implication directe laissait des traces. En restant à distance, en opérant à travers plusieurs niveaux, en privilégiant les rencontres en face à face et en laissant des associés de confiance gérer toutes les communications électroniques, il s'assurait qu'aucun lien direct ne puisse être établi entre lui et les opérations. L'affaire AN0M a créé un énorme vide de pouvoir dans le crime organisé australien. Des figures majeures de la commission avaient disparu. Le leadership des Comancheros était fracturé et en conflit interne. Les opérateurs indépendants se précipitaient pour combler les vides. Tout le marché a été plongé dans le chaos. Et Angelo Pandeli aurait saisi l'opportunité pour prendre un contrôle total. Avec son réseau Hells Angels toujours intact et son alliance avec les Kinawan toujours active, il se trouvait dans une position unique. Les autorités estiment qu'entre 2021 et 2024, Pandeli est en réalité devenu nettement plus puissant qu'avant les arrestations. Il a absorbé ce qui restait des opérations de la commission. Il a étendu son réseau de distribution dans des territoires auparavant contrôlés par des rivaux. Il a augmenté les expéditions pour répondre à une demande qui n'était plus satisfaite par les concurrents arrêtés. La crise de la cocaïne en Australie a continué de s'aggraver. En 2024, la consommation de drogue avait augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. La cocaïne inondait le pays à des niveaux sans précédent. Les autorités savaient exactement d'où elle provenait. Elles savaient exactement qui en était responsable. Mais Pandeli restait à Dubaï, complètement hors de leur portée. Pendant 3 ans complets, Angelo Pandeli a vécu ouvertement à Dubaï tout en dirigeant un empire criminel d'1 milliard de dollars. Il publiait des photos sur les réseaux sociaux montrant le style de vie luxueux de sa famille. Il voyageait librement entre Dubaï, l'Asie et la Grèce. Il assistait à des événements familiaux. Il vivait la vie d'un homme d'affaires riche et légitime. Le tout financé par un empire bâti sur la cocaïne et la méthamphétamine. Les autorités australiennes ne pouvaient qu'observer. Les agences internationales ne pouvaient que surveiller. Les Kinahan faisaient face à une pression de plus en plus forte, y compris des sanctions du gouvernement des États-Unis avec des gels d'avoirs et des récompenses de plusieurs millions de dollars offertes pour des informations. Mais Pandeli restait complètement libre. Puis, en août 2024, il a prévu de se rendre à Cancun pour une réunion mondiale des Hells Angels. Et sans aucun avertissement, les autorités de Dubaï l'ont arrêté. Pour comprendre pourquoi cette arrestation a eu lieu et pourquoi Dubaï l'a expulsé si rapidement après lui avoir offert 6 années de protection, il faut comprendre d'où vient Angelo Pandeli. Car son ascension au pouvoir n'a pas commencé à Dubaï avec des affaires à plusieurs milliards de dollars. Elle n'a pas commencé avec la commission ou les Kinahan. Elle a commencé plus de 2 décennies plus tôt dans une boîte de nuit à Adélaïde, où un jeune videur issu de parents immigrés turcs allait apprendre que dans le monde des clubs de motards hors la loyauté et la violence sont les seules monnaies qui comptent. L'origine Angelo Pandeli est né en 1971 à Whyalla, une petite ville industrielle sur la côte de l'Australie méridionale, où le rêve américain rencontrait une réalité brutale. Ses parents étaient des immigrés turcs qui avaient tout laissé derrière eux pour poursuivre une opportunité dans un pays promettant une vie meilleure. Ils comprenaient une vérité simple. Le succès exigeait des sacrifices. Ils ont acheté des pubs, une chaîne à travers l'Australie méridionale. Le Sundowner Hotel à Whyalla était leur joyau. Les affaires étaient rentables, offrant une existence confortable de classe moyenne.
Mais elle donnait aussi au jeune Angelo une place au premier rang dans un monde que la plupart des enfants ne voient jamais. Des éléments criminels fréquentaient ces pubs. Des bikers portant les couleurs du club, symbole d'allégeance et de violence. Des dealers concluant des transactions dans des coins sombres. Des hommes de main récupérant des dettes avec des menaces que tout le monde savait réelles. Ces hommes n'avaient ni richesse ni éducation, mais ils possédaient quelque chose de plus précieux dans ce monde, le respect né de la peur. Angelo ne se contentait pas d'observer. Il les étudiait comme un scientifique observe ses sujets. Comment ils entraient dans une pièce et en changeaient de l'énergie. Comment ils parlaient en code que tout le monde comprenait sans jamais les reconnaître ouvertement. Comment le pouvoir n'était pas quelque chose que l'on annonce, mais quelque chose que l'on dégage. Il apprenait des leçons qu'aucune salle de classe ne pouvait enseigner. Lorsque la famille s'est installée à Adélaïde, Angelo a emporté cette éducation avec lui. Adélaïde, dans les années 1990, était une zone de guerre pour les clubs de motards hors la loi. Les Hells Angels, les Rebels, les Finks, ce n'étaient même pas de simples motards du week-end. C'étaient des armées criminelles se battant pour le territoire, et les victimes étaient bien réelles. Angelo voyait ce que les autres ne voyaient pas. Au-delà de la fraternité, des motos et du mythe romantique du hors-la-loi, il voyait une infrastructure. Des réseaux de distribution de drogue générant des millions, des raquettes de protection fournissant des revenus réguliers, des connexions internationales, capables de déplacer n'importe quoi, n'importe où. Ces clubs n'étaient pas des gangs, c'étaient des entreprises utilisant la violence comme stratégie commerciale. Ils devaient en faire partie, mais on ne rejoint pas les Hells Angels simplement en demandant un formulaire d'adhésion. C'est à ce moment-là que John Pike est entré dans sa vie. Pike était une figure majeure de la vie nocturne d'Adélaïde, avec un côté sombre. Tout le monde savait qu'il avait des liens avec les Hells Angels, même s'il le niait quand cela l'arrangeait. Il possédait le Heaven Night Club, et Heaven était l'endroit où les membres des Hells Angels buvaient, célébraient et traitaient les affaires qu'ils ne pouvaient évoquer ailleurs. Pike a embauché Angelo comme videur. Sur le papier, c'était un travail de sécurité. En réalité, c'était une audition. Angelo ne se contentait pas de vérifier les identités à l'entrée. Il était au cœur de la pièce où les accords se concluaient et les dettes se réglaient. Il voyait qui rencontrait qui. Il entendait des conversations capables de détruire des carrières ou des vies. Et surtout, il a fait ses preuves. Fiable quand cela comptait. Discret quand nécessaire. Silencieux lorsque la police posait des questions. Les membres des Hells Angels l'ont remarqué. Ce gamin n'était pas comme les autres videurs. Il comprenait le code sans qu'on le lui explique. Il gérait les problèmes sans en créer de plus grands. Il a gagné la confiance dans un monde où elle peut tuer si elle est mal placée. John Pike ne lui a pas seulement donné un emploi. Il lui a donné un doctorat en crime organisé, la hiérarchie du club, le processus de probation brutal. Comment les décisions descendent du niveau national au chapitre puis à la rue. Comment l'argent monte et les ordres descendent. Angelo apprenait le jeu auprès de quelqu'un qui le maîtrisait parfaitement. En 2000, Angelo Pandelli est devenu membre à part entière des Hells Angels d'Adélaïde. La période de probation était conçue pour briser les hommes, et Angelo y a survécu. Il a gagné le patch, les couleurs, et quelque chose de plus précieux encore, le respect d'homme qui ne le donne presque à personne. Mais Angelo a pris une décision qui l'a distingué de tous les autres nouveaux membres. Il a continué à travailler au Heaven. La plupart auraient donc quitté immédiatement le travail légal, mais Angelo comprenait l'importance des apparences. Le travail en boîte de nuit lui fournissait des revenus déclarables et des déclarations fiscales propres. Cela le maintenait connecté à l'écosystème criminel, au-delà des seuls Hells Angels. Cela lui servait de couverture. Et pendant qu'il travaillait comme agent de sécurité, il construisait un empire. Au début des années 2000, Angelo était profondément impliqué dans le trafic de drogue. Les profits n'étaient pas seulement bons, ils transformaient des vies. En quelques années, il possédait une villa de 2 millions de dollars à Adélaïde. Il était dans la trentaine et vivait comme un homme d'affaires prospère, sauf que son activité était la cocaïne et son bureau la rue. La villa était un symbole. Elle annonçait qu'il avait gagné la partie, mais c'était aussi une erreur.
La police a perquisitionné la propriété. Il constituait des dossiers, menait des surveillances, observait chacun de ses mouvements. Dans une ville comme Adélaïde, une villa à 2 millions appartenant à un membre des Hells Angels attirait forcément l'attention. La pression n'était pas seulement forte, elle était insoutenable. Angelo a compris quelque chose qui allait définir le reste de sa carrière criminelle. Adélaïde était trop petite pour ce qu'il construisait. Le marché était limité. L'attention des forces de l'ordre trop concentrée. En 2004, Angelo Pandeli a quitté Adélaïde pour Sydney, la plus grande ville d'Australie, le plus grand marché de drogue du pays, un endroit où un biker millionnaire pouvait se fondre dans le bruit de fond du crime organisé. Il était sur le point de découvrir que Sydney n'était pas seulement plus grande qu'Adélaïde. C'était un monde totalement différent. Et dans ce monde, Angelo Pandeli n'allait pas seulement survivre. Il allait devenir un roi. La prise de contrôle de Sydney. Sydney, en 2004, était tout ce qu'Adélaïde n'était pas. 4 millions d'habitants, des opportunités infinies, des réseaux criminels si sophistiqués qu'ils fonctionnaient comme des entreprises du Fortune 500. Pour un membre des Hells Angels ambitieux, Sydney n'était pas seulement une nouvelle ville, c'était la cour des grands. Angelo Pandeli a rejoint le chapitre de Sydney quelques semaines après son arrivée. Le président du chapitre était Félix Lial, un leader bien établi qui dirigeait les opérations depuis des années. Lial avait des connexions, une infrastructure et la loyauté totale de ses membres. La plupart des nouveaux arrivants auraient passé des années à faire leurs preuves avant d'obtenir une réelle influence. Angelo y est parvenu en quelques mois. Il n'était pas simplement un membre de plus. Il est arrivé à Sydney avec une réputation déjà construite, une richesse déjà acquise et une compréhension du trafic de drogue que la plupart des membres mettent des décennies à acquérir. Il savait comment opérer sans attirer l'attention. Il savait structurer des accords maximisant les profits tout en minimisant les risques. Il savait créer des relations qui comptaient vraiment. Les membres de Sydney l'ont remarqué immédiatement. Ce n'était pas un novice cherchant à gagner du respect. C'était quelqu'un qu'il avait déjà. Angelo a exploité tout ce qu'il avait appris à Adélaïde, mais à une échelle impossible dans une petite ville. Il a construit des relations avec d'autres chapitres des Hells Angels à travers l'Australie, créant un réseau capable de déplacer des marchandises d'une côte à l'autre. Il a étendu les canaux de distribution à des marchés encore inexplorés. Il a apporté une logique commerciale à une organisation qui fonctionnait habituellement à l'instinct et à la violence. À la fin des années 2000, Angelo Pandeli n'était pas seulement respecté au sein des Hells Angels de Sydney. Il était indispensable. Il ne participait plus aux opérations, il les concevait. Puis en 2012, Félix Lial est tombé pour fraude. Les détails sont restés discrets, mais le résultat était clair. Lial allait en prison et le chapitre de Sydney avait besoin d'un nouveau leader. Angelo Pandeli n'a pas attendu qu'on le lui demande. Il a comblé le vide. Il est devenu président du Sydney City Crew, l'un des chapitres des Hells Angels les plus puissants du pays. Mais Angelo voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Avec le départ de Lial, il existait un vide de leadership au niveau national. Personne ne coordonnait les chapitres. Personne ne pensait stratégiquement à l'organisation dans son ensemble. Angelo a saisi l'opportunité. Il est devenu le président national australien des Hells Angels. Ce poste lui donnait autorité sur 12 chapitres et plus de 200 membres répartis dans tout le pays. Il contrôlait désormais des réseaux de distribution de drogue dans chaque grande ville australienne. Il avait des connexions directes avec des fournisseurs internationaux. Il disposait de l'infrastructure nécessaire pour déplacer des marchandises à travers les États aussi facilement que la plupart des gens se déplacent entre quartiers. Les médias ont commencé à l'appeler le parrain australien. Pour une fois, les médias n'exagéraient pas. Angelo Pandeli ne dirigeait plus simplement un club de motards. Il dirigeait un empire criminel générant des millions de dollars chaque année grâce au trafic de cocaïne et de méthamphétamine. Mais les empires attirent des ennemis. Et la police fédérale australienne surveillait les gangs de motards hors la loi depuis des années, attendant le bon moment pour frapper. En 2017, Angelo Pandeli
a été désigné Australian Priority Organisation Target. Cette classification n'est pas attribuée à la légère. Elle est réservée aux individus représentant des menaces majeures pour la sécurité nationale. Le type de criminel qui ne se contente pas de commettre des crimes, mais dirige des organisations qui déstabilisent dans des communautés entières. Les forces de l'ordre à travers toute l'Australie coordonnaient leurs efforts, partageaient des renseignements et construisaient des dossiers. Elles cherchaient la moindre ouverture, la moindre vulnérabilité, la moindre accusation qui pourrait tenir. Puis l'Australian Taxation Office a fait son mouvement. En 2017, Pandeli a été accusé de ne pas avoir déposé sa déclaration fiscale pour l'exercice 2014 à 2015. À première vue, cela semblait insignifiant. Une erreur administrative, un formulaire manquant. Mais quiconque comprenait les stratégies des forces de l'ordre savait exactement ce que cela signifiait. L'approche Al Capone. Le célèbre gangster américain avait dirigé Chicago pendant des années grâce au meurtre, à l'extorsion et à la contrebande. La police ne pouvait pas le toucher pour ses crimes. Alors, les autorités fédérales l'ont poursuivi pour fraude fiscale. C'était la seule accusation qui tenait, et elle lui a valu 11 ans de prison. Les autorités australiennes utilisaient la même méthode. L'affaire fiscale faisait partie de l'opération Morpheus, une task force multi-agences visant spécifiquement les gangs de motards hors la loi. S'ils ne pouvaient pas prouver le trafic de drogue, le meurtre ou le racket, ils le coinceraient avec les impôts. L'affaire a avancé. Pandeli a reçu une notification à l'aéroport de Sydney. Il l'a ignorée. Une convocation au tribunal a été émise. L'affaire irait en justice, qu'il le veuille ou non. Pandeli a engagé Warwick Corn, un avocat de la défense bien connu, spécialisé dans ce type d'affaires. La stratégie de défense était simple mais efficace. Accuser le comptable. Affirmer que les déclarations fiscales n'avaient pas été déposées en raison d'une erreur logicielle et non d'une fraude intentionnelle. Le montant dû n'était que de 3 600 $. Pour un homme prétendument à la tête d'un empire de drogue de plusieurs millions, la somme était dérisoire. Mais l'affaire n'a jamais concerné l'argent. Il s'agissait de faire comparaître Pandeli devant un tribunal, d'établir un précédent juridique qui pourrait être utilisé plus tard, de lui montrer que les autorités australiennes arrivaient. Au tribunal, Pandeli a plaidé coupable. Le magistrat a accepté l'explication de la défense. Aucune condamnation n'a été inscrite. Aucune sanction n'a été imposée. Il est sorti du tribunal libre. Mais Angelo a compris ce que la plupart n'avaient pas vu. Ce n'était pas une victoire. C'était un avertissement. Les autorités australiennes cherchaient des failles. Elles construisaient des dossiers. Elles coopéraient avec des agences internationales. La pression n'augmentait pas seulement. Elle devenait insoutenable. S'il restait en Australie, la prochaine affaire ne concernerait pas 3 600 $ d'impôts impayés. Elle concernerait le meurtre, le racket et le trafic de drogue. Et ces affaires ne se termineraient pas par une liberté retrouvée. Angelo avait besoin de distance. Il devait opérer depuis un endroit hors de portée des autorités australiennes. Il lui fallait un lieu où l'extradition était plus théorique que réelle, où le secret financier était protégé par la loi, où il pouvait continuer à diriger son empire sans constamment regarder derrière lui. Angelo Pandeli a pris une décision qui allait définir le reste de sa carrière criminelle. Il s'est installé avec sa famille à Dubaï. Il a laissé derrière lui un appartement de luxe à Sydney et les opérations quotidiennes des chapitres des Hells Angels. Mais il n'a pas abandonné sa position ni son pouvoir. En tant que président national, il pouvait diriger les opérations depuis n'importe où dans le monde. Les communications modernes chiffrées rendèrent possible la gestion d'un empire criminel à 12 000 km de distance. Dubaï offrait tout ce dont Angelo avait besoin. Les Émirats arabes unis appliquaient faiblement les extraditions avec l'Australie. Les lois sur le secret financier rendaient presque impossible le traçage de l'argent par des agences étrangères. La ville était un hub du commerce international, légal comme illégal. L'immobilier de luxe offrait des opportunités de blanchiment d'argent, et le style de vie correspondait parfaitement à celui qu'un criminel riche désirait. Villas en bord de mer, restaurants 5 étoiles, clubs privés. Une ville où la richesse était respectée, quelle que soit son origine.
Mais Dubaï n'était pas seulement une cachette, c'était un tremplin. Car à Dubaï, Angelo Pandeli allait avoir accès à des réseaux criminels opérant à une échelle qui rendait ses activités australiennes presque insignifiantes. Il allait rencontrer des partenaires capables de fournir de la cocaïne à la tonne, et non au kilogramme. Il allait former des alliances avec des cartels actifs depuis des générations. Le départ pour Dubaï n'était pas une retraite de la vie criminelle. C'était une entrée sur la scène internationale. Et cela allait conduire Angelo Pandeli à former un partenariat avec l'un des cartels de drogue les plus dangereux d'Europe. Une alliance qui générerait plus d'1 milliard de dollars et inonderait l'Australie de plus de cocaïne que jamais auparavant. Les années Dubaï n'étaient pas seulement un refuge sûr pour Angelo Pandeli. C'était un paradis pour les criminels fortunés. Les Émirats arabes unis avaient bâti leur réputation sur le secret financier, l'absence d'impôt sur le revenu et un style de vie luxueux qui ne posait aucune question sur l'origine de l'argent. Milliardaires et célébrités affluaient à Dubaï pour ses avantages fiscaux et sa discrétion. Mais une autre catégorie de personnes riches venait pour des raisons différentes. Fugitifs, trafiquants internationaux de drogue, criminels de guerre. Des individus qui avaient besoin de distance face aux forces de l'ordre et qui avaient les moyens de l'acheter. La politique d'extradition des Émirats arabes unis relevait d'une application sélective. Le pays avait des traités avec différentes nations. Des criminels de haut niveau vivaient à Dubaï depuis des années, malgré des mandats d'arrêt et des pressions internationales. Le pays privilégiait sa réputation de hub économique mondial, au-dessus de presque tout. Extrader des résidents riches était mauvais pour les affaires. Pour Angelo Pandeli, cela signifiait la liberté. Il a acheté des villas de luxe. Il a investi dans des entreprises légitimes servant au blanchiment d'argent. Il publiait sur les réseaux sociaux des images de sa famille dans des restaurants coûteux, sur des yachts, lors d'événements exclusifs. Il ne se cachait pas. Il l'exhibait. Il voyageait constamment. L'Asie pour accéder aux fabricants de méthamphétamine d'Asie du Sud-Est. La Grèce et la Turquie pour se rapprocher des réseaux européens de drogue. Dubaï restait le centre où les affaires se concluaient et où l'argent était compté. Les autorités australiennes ne pouvaient qu'observer. Les rapports de renseignement suivaient chacun de ses mouvements. Mais depuis Dubaï, Pandeli était intouchable. La police fédérale australienne pouvait constituer des dossiers. Elle pouvait le désigner comme cible prioritaire. Elle pouvait tout faire sauf l'arrêter. Et pendant qu'ils observaient, Angelo construisait quelque chose d'inédit. Lorsque Mark Buddle a créé la commission en 2021, il a donné à Angelo l'infrastructure nécessaire pour opérer à une échelle industrielle. En tant que représentant des Hells Angels, Angelo a apporté 12 chapitres et plus de 200 membres dans l'Alliance. La commission contrôlait tout, les routes d'importation, les réseaux de distribution, les opérations d'exécution à travers tout le pays. Mais la commission n'était que la partie domestique. Le véritable pouvoir d'Angelo venait d'une alliance qui allait transformer à jamais le marché de la cocaïne en Australie. Le cartel Kinahan était déjà légendaire. Christy Kinahan avait construit l'une des organisations de cocaïne les plus puissantes d'Europe, contrôlant environ 1/3 du commerce de cocaïne du continent. La richesse de la famille dépassait 1 milliard d'euros. Le fils de Christy s'était installé à Dubaï dans les années 2010 pour échapper aux forces de l'ordre irlandaises. Comme Angelo, il voyait Dubaï comme un endroit où opérer librement tout en restant hors de portée des autorités européennes. 2 criminels puissants, même ville, même problème, même objectif. Le partenariat était inévitable. L'alliance était d'une simplicité dévastatrice. Les Kinahan s'approvisionnaient en cocaïne en Colombie grâce à des relations de longue date et des routes de contrebande éprouvées. Ils la faisaient transiter par leur réseau européen avec l'Irlande comme hub principal. Ensuite, elle était expédiée vers l'Australie, où le réseau des Hells Angels d'Angelo la distribuait via l'infrastructure de la commission. Chaque kilogramme représentait un profit supérieur à 100 000 $. Le pipeline transportait des centaines de kilogrammes par an.
Des estimations prudentes situaient les profits annuels à des dizaines de millions. Certains rapports de renseignement suggéraient que l'opération générait plus de 100 millions de dollars par an. Angelo vivait comme un roi. Villas en bord de mer, véhicules haut de gamme, jets privés. Les réseaux sociaux documentaient tout. Vacances en famille, dîners luxueux, soirées exclusives. Il ne vivait pas seulement au grand jour. Il se moquait des autorités incapables de l'atteindre. Les forces de l'ordre australiennes étaient submergées de frustration. Elles connaissaient la commission. Elles connaissaient l'alliance avec les Kinahan. Elles savaient que la cocaïne inondait l'Australie à des niveaux sans précédent. Les rapports de renseignement documentaient tout. Mais savoir et prouver sont deux univers différents. Angelo opérait à travers des couches d'intermédiaires. Il utilisait des communications chiffrées. Il évitait toute implication directe dans les cargaisons. Construire un dossier exploitable devant un tribunal nécessitait des preuves qu'elle ne pouvait pas obtenir tant qu'il restait à Dubaï. Puis, en 2021, tout a semblé changer. Les forces de l'ordre du monde entier menaient l'une des opérations d'infiltration les plus ambitieuses de l'histoire. Elles avaient créé En0M, une plateforme de téléphone chiffré présentée aux criminels comme inviolable. Des gangsters et trafiquants du monde entier ont acheté ces appareils, convaincus que leur communication était protégée. Ils se trompaient catastrophiquement. En0M était une opération des forces de l'ordre. Chaque message était surveillé, chaque photo capturée, chaque coordonnée enregistrée. Chaque opération criminelle planifiée sur la plateforme était documentée en temps réel. Lorsque les autorités ont fermé En0M et lancé des arrestations coordonnées à l'échelle mondiale, le crime organisé a été dévasté. En Australie, des centaines de personnes ont été arrêtées. La commission a été démantelée. Mark Buddle est tombé. Hakan Naik est devenu l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Des associés à travers le réseau ont été arrêtés. Mais Angelo Pandeli est resté à Dubaï. Intouché, non inculpé, toujours actif. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il avait été paranoïaque de la meilleure manière possible. Il n'avait probablement jamais utilisé les appareils En0M, communiquant uniquement via des intermédiaires de confiance. Des décennies dans le crime organisé lui avaient appris que toute implication directe laisse des traces. En opérant par proxy et en gardant ses distances des cargaisons, aucun lien direct ne pouvait être prouvé entre Angelo et les opérations. Le démantèlement d'En0M a créé un chaos dans le milieu criminel australien. Des vides de pouvoir sont apparus. Les opérateurs indépendants se sont précipités. Le marché s'est déstabilisé. Pour la plupart des criminels, cela aurait été la fin. Pour Angelo Pandeli, c'était une opportunité. Avec son réseau Hells Angels intact et son alliance avec les Kinahan toujours active, Angelo aurait entrepris de consolider un contrôle total. Les autorités pensent qu'il a absorbé les opérations restantes de la commission, prenant le contrôle de réseaux de distribution auparavant dominés par les Comancheros et d'autres organisations. Son pouvoir n'a pas diminué après l'opération. Il s'est étendu. Entre 2021 et 2024, la crise de la cocaïne en Australie a explosé. En 2024, la consommation de drogue avait augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. La Commission australienne du renseignement criminel a signalé que l'approvisionnement en cocaïne avait atteint son niveau le plus élevé depuis 3 décennies. Les saisies aux frontières indiquaient des quantités records. Les autorités savaient exactement qui en était responsable. Le nom d'Angelo Pandeli apparaissait dans tous les grands rapports de renseignement sur le trafic de drogue en Australie. Pourtant, il restait à Dubaï, vivant ouvertement, publiant sur les réseaux sociaux, voyageant librement et dirigeant son empire depuis le bord de sa piscine. Les Kinahan faisaient face à une pression croissante durant cette période. En 2022, le Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à des membres clés, dont Daniel Kinahan, gelant leurs avoirs et offrant des récompenses allant jusqu'à 5 millions de dollars pour des informations menant à des arrestations. Les pays européens ont intensifié leurs enquêtes. Les opérations du cartel ont été perturbées, mais pas détruites.
Angelo s'adaptait comme de l'eau, contournant les obstacles. Lorsque les Kinahan étaient sous pression, il diversifiait ses sources d'approvisionnement. Lorsque la sécurité aux frontières augmentait, il changeait de route. Lorsque des associés étaient arrêtés, il les remplaçait. Pendant 3 ans, il a opéré avec ce qui semblait être une impunité totale. Puis, en août 2024, Angelo a prévu de se rendre à Cancún, au Mexique, pour un rassemblement mondial des Hells Angels. Des dirigeants du monde entier allaient discuter des opérations internationales et renforcer les alliances. Pour Angelo, c'était l'occasion de consolider sa position comme l'une des figures les plus puissantes du réseau international des Hells Angels. Il n'est jamais monté dans cet avion. Les autorités de Dubaï l'ont arrêté sans avertissement. Aucun communiqué public, aucune explication officielle. Le gouvernement des Émirats arabes unis est resté totalement silencieux sur les raisons de cette action soudaine contre un homme qu'il avait protégé pendant 6 ans. En une semaine, Angelo Pandeli a été expulsé vers l'Australie. Et lorsqu'il est arrivé à Sydney, les autorités australiennes, qui avaient passé plus d'une décennie à construire des dossiers contre lui, ont fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Elles l'ont laissé libre. Aucune accusation, aucune arrestation, aucune explication. Les questions qui ont suivi sont restées sans réponse. Pourquoi Dubaï s'est-il soudainement retourné contre lui? Pourquoi l'avoir expulsé si rapidement au lieu de suivre des procédures formelles? Et surtout, pourquoi les autorités australiennes ont-elles libéré un homme qu'elles considéraient comme une menace pour la sécurité nationale dès qu'elles l'ont eu en détention? Pour comprendre ces questions, il faut comprendre non pas où Angelo a fini, mais où il a commencé. Et cette histoire commence des décennies plus tôt dans un endroit loin du luxe de Dubaï et du pouvoir de Sydney. Les questions sans réponse. L'arrestation et l'expulsion d'Angelo Pandeli en août 2024 ont soulevé plus de questions que de réponses. Et dans les mois qui ont suivi, ces questions n'ont fait que s'intensifier. Le premier mystère concernait Dubaï lui-même. Pourquoi les Émirats arabes unis ont-ils soudainement arrêté un homme qu'ils avaient protégé pendant 6 ans? Angelo vivait ouvertement dans l'une des villes les plus surveillées au monde. Les autorités de Dubaï savaient exactement qui il était, ce qu'il faisait et avec qui il travaillait. Elles lui avaient permis d'acheter des biens, de mener des affaires et de voyager librement. Puis du jour au lendemain, cette protection a disparu. Aucune explication officielle n'a jamais été donnée. Le gouvernement des Émirats arabes unis n'a publié aucun communiqué. Aucune accusation n'a été déposée à Dubaï. Aucune preuve n'a été présentée. Angelo a simplement été arrêté, détenu quelques jours, puis placé dans un avion pour l'Australie. Les théories allaient du plausible au complotiste. Certains enquêteurs pensaient que la pression diplomatique de l'Australie avait finalement fonctionné. Peut-être que le gouvernement australien avait offert quelque chose d'assez précieux pour faire changer d'avis les Émirats arabes unis. Des accords commerciaux, un partage de renseignements, une coopération militaire. Le genre d'accords conclus en coulisses qui n'apparaissent jamais dans les dossiers officiels. D'autres pensaient que la décision était purement stratégique. La réputation de Dubaï, en tant que refuge pour criminels, devenait un problème. La pression internationale augmentait. Les États-Unis avaient sanctionné les Kinahan, et l'association publique d'Angelo avec eux devenait embarrassante. Peut-être que l'expulsion d'Angelo était une manière pour Dubaï de signaler qu'ils étaient prêts à coopérer avec les forces de l'ordre occidentales lorsque cela servait leurs intérêts. Une troisième théorie était plus sombre. Certains pensaient qu'Angelo avait franchi une ligne que même Dubaï ne pouvait tolérer. Peut-être avait-il mené des activités aux Émirats arabes unis qui violaient leurs règles internes strictes. Peut-être avait-il contrarié quelqu'un de plus puissant que lui. Peut-être que son voyage prévu à Cancún avait déclenché des renseignements, rendant sa présence à Dubaï trop risquée. Mais ce qui rendait la situation vraiment étrange, c'est qu'Angelo a été expulsé, et non extradé. L'expulsion est ce que les pays utilisent lorsqu'ils veulent se débarrasser rapidement de quelqu'un sans procédure judiciaire. L'extradition nécessite des preuves, des audiences,
des demandes formelles entre gouvernements et une représentation juridique. L'expulsion ne nécessite rien de tout cela. C'est administratif, définitif, sans appel. Si les autorités australiennes avaient demandé une extradition, elles auraient dû présenter des preuves de crime. Elles auraient dû prouver leur dossier devant un tribunal des Émirats arabes unis. Angelo aurait eu des avocats pour contester le transfert. Le processus aurait pu durer des années. Au lieu de cela, Dubaï l'a simplement expulsé du pays et envoyé en Australie en 1 semaine. Aucun procès, aucune preuve présentée. Juste un billet aller simple pour Sydney. Ce qui mène à la deuxième question, encore plus déroutante. Pourquoi les autorités australiennes l'ont-elles relâché? Angelo Pandeli était désigné Australian Priority Organisation Target depuis 2017. Cette classification n'est pas attribuée à la légère. Cela signifie que les forces de l'ordre vous considèrent comme l'une des menaces les plus graves pour la sécurité nationale et la sécurité publique du pays. Plusieurs agences avaient constitué des dossiers contre lui pendant plus d'1 décennie. La police fédérale australienne, la Commission australienne du renseignement criminel, les forces de police des États, des partenaires internationaux. Ils avaient des rapports de renseignement le liant à la Commission. Ils avaient des surveillances le reliant au cartel Kinahan. Ils avaient des enquêtes financières montrant des flux d'argent à travers ces réseaux. Ils connaissaient les opérations des Hells Angels qu'ils contrôlaient. Ils avaient des informateurs, des écoutes et des années de documentation. Et lorsque Dubaï l'a remis directement entre leurs mains à l'aéroport de Sydney, ils l'ont interrogé pendant des heures, l'ont traité administrativement, puis l'ont relâché sans déposer la moindre accusation. La déclaration officielle était brève et profondément insatisfaisante. Il n'a été accusé d'aucun crime. À ce jour, Angelo Pandeli est un homme libre. L'explication juridique est simple. Savoir qu'une personne a commis des crimes et le prouver devant un tribunal sont deux choses totalement différentes. Angelo opérait depuis des décennies à travers des couches d'intermédiaires. Il utilisait des communications chiffrées. Il évitait toute implication directe dans les cargaisons. Il structurait ses opérations de manière à toujours maintenir une distance entre lui et les actes criminels. Les procureurs ont besoin de preuves qui répondent aux critères de preuve au-delà de tout doute raisonnable. Ils ont besoin de témoins prêts à témoigner. Ils ont besoin de preuves matérielles reliant directement l'accusé à des crimes spécifiques. Sans cela, ils n'ont rien qui puisse tenir devant un tribunal. Mais relâcher une menace pour la sécurité nationale quelques heures seulement après l'avoir enfin arrêté, cela ressemblait moins à un manque de preuves qu'à autre chose en coulisses. Certains enquêteurs ont suggéré en privé qu'Angelo pourrait coopérer, qu'il aurait conclu un accord, qu'en échange d'informations sur les Kinahan, la Commission ou d'autres réseaux internationaux, les autorités australiennes auraient accepté de ne pas le poursuivre. Cela expliquerait sa libération rapide. Cela expliquerait l'absence d'accusation. Cela expliquerait pourquoi tout est devenu silencieux si vite. D'autres pensaient exactement l'inverse. Ils soupçonnaient que les autorités australiennes avaient été averties par Dubaï que si elles inculpaient Angelo, certaines informations deviendraient publiques. Des informations embarrassantes pour le gouvernement australien. Des informations sur la durée pendant laquelle il connaissait la commission sans agir. Des informations sur des fonctionnaires corrompus ayant facilité les trafics, le type d'information qui détruit des carrières politiques. Il y avait aussi la possibilité qu'Angelo ait simplement eu de meilleurs avocats et une meilleure préparation que prévu, qu'il ait passé des années à s'assurer qu'aucune preuve exploitable n'existe contre lui, qu'il ait construit son empire pour être légalement intouchable, même si tout le monde savait ce qu'il faisait. Quelle que soit la vérité, Angelo Pandeli est sorti de l'aéroport de Sydney libre en août 2024. Et il a ensuite pris une décision qui a ajouté encore une couche de mystère à une situation déjà incompréhensible. En janvier 2025, Angelo a poursuivi News Corp Australia pour diffamation. La plainte affirmait que la couverture médiatique avait endommagé sa réputation, causé une détresse émotionnelle à sa famille et les avait exposés à l'attention publique et au danger. Il demandait une compensation financière
et des excuses publiques. C'était un mouvement audacieux. Un homme qualifié de parrain australien, lié à des empires de drogue de plusieurs milliards et à des cartels internationaux, affirmait maintenant que les médias avaient injustement terni sa réputation. La plainte suggérait une grande confiance. Elle suggérait qu'Angelo pensait pouvoir affronter la procédure de découverte juridique liée à une affaire de diffamation. Elle suggérait qu'il n'avait pas peur de ce qui pourrait être révélé dans les documents judiciaires ou les dépositions. Puis, en mars 2025, Angelo a brusquement retiré la plainte. Aucune explication, aucun accord annoncé. L'affaire a simplement disparu des registres judiciaires. Et Angelo Pandeli aussi. Depuis l'abandon de la plainte, Angelo n'a plus été vu publiquement. Il n'a plus publié sur les réseaux sociaux. Il n'a pas été photographié lors d'événements. Sa localisation est inconnue. Les autorités australiennes affirment le surveiller, mais refusent de confirmer où il se trouve. L'homme qui vivait ouvertement à Dubaï pendant 6 ans, qui exhibait sa richesse sur les réseaux sociaux, qui dirigeait un empire criminel en pleine lumière, a disparu. Ce qui soulève une dernière question qui pourrait ne jamais avoir de réponse. La disparition d'Angelo Pandeli est-elle temporaire ou quelque chose l'a-t-il forcé à disparaître définitivement? Car dans le monde du trafic international de drogue, lorsque des criminels puissants deviennent soudainement silencieux, cela signifie généralement une de 3 choses. Ils se préparent à revenir plus forts. Ils coopèrent avec les forces de l'ordre. Ou quelqu'un de plus puissant a décidé qu'ils en savaient trop. L'héritage et l'avenir. Angelo Pandeli est aujourd'hui un homme libre. Ce seul fait dit tout sur la manière dont il a construit son empire. 24 ans dans le crime organisé. Plusieurs enquêtes internationales. Une direction présumée d'un réseau de drogue de 1,5 milliard de dollars. Un partenariat avec l'un des cartels les plus dangereux d'Europe. Et pas une seule condamnation majeure. Il est soit le criminel le plus chanceux de l'histoire australienne, soit le plus intelligent. Et la chance ne dure pas 24 ans. Angelo a construit son empire sur la distance. Il ne touchait jamais la drogue. Il n'envoyait jamais les messages. Il ne collectait jamais l'argent. Il a créé des couches d'intermédiaires si nombreuses que lorsque la marchandise arrivait dans la rue, une douzaine de personnes se trouvaient entre lui et le crime. Lorsque les forces de l'ordre intervenaient, ces intermédiaires allaient en prison pendant qu'Angelo restait intouchable. Ce n'était pas seulement intelligent, c'était méthodique. Il a étudié la chute des chefs criminels et appris de leurs erreurs. L'implication directe laisse des preuves. Les appels peuvent être interceptés. Les témoins peuvent parler. Il s'est donc éloigné de tout ce qui pouvait être prouvé devant un tribunal. Il est devenu un fantôme que tout le monde savait réel, mais que personne ne pouvait prouver. La stratégie a parfaitement fonctionné. Alors que d'autres dirigeants de clubs de motards étaient condamnés à des décennies de prison, Angelo est resté libre. Alors que la commission s'est effondrée après les arrestations liées à Angelo M, son réseau a survécu. Alors que les Kinahan faisaient face à des sanctions internationales, Angelo a discrètement consolidé son pouvoir. Mais l'empire ne s'arrête pas simplement parce que son leader disparaît. La crise de la cocaïne en Australie ne s'est pas améliorée depuis l'expulsion d'Angelo. Elle s'est considérablement aggravée. Fin 2024, l'approvisionnement en cocaïne a atteint des niveaux sans précédent. La consommation de drogue a augmenté de 30% d'une année sur l'autre. Les réseaux qu'Angelo a construits sont toujours pleinement opérationnels. Les Hells Angels contrôlent Down toujours 12 chapitres et plus de 200 membres. Ils disposent toujours de connexions avec les fournisseurs, d'une infrastructure de distribution et de fonctionnaires corrompus. Retirer un seul leader ne suffit pas à démanteler un système qui a mis des décennies à être construit. De videur à un empire présumé de 1,5 milliard de dollars. 24 ans, 0 condamnation majeure. Angelo Pandeli a survécu à chaque enquête, expulsé de Dubaï, libéré par l'Australie sans accusation. Une vérité demeure. Il a construit un système si soigneusement élaboré qu'il est devenu intouchable. Certains fantômes sont trop intelligents pour être attrapés. Mais tous les criminels ne restent pas dans l'ombre. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir les dirigeants des bandidos les plus dangereux de l'histoire des États-Unis.
Des hommes qui régnaient par la peur, la violence et une loyauté absolue.